Absolument naturellement. Il est extrêmement facile pour moi d'écrire ces scènes de violence et cette violence inhérente à cette période-là, notamment de l'histoire. Et la violence fait complètement partie de la construction de ce pays et de la manière dont est né ce pays, cette nation. À l'inverse, il est très difficile pour moi d'écrire les scènes tendres ou plus douces, mais je me demande toujours quand je suis à mon bureau et que j'écris, je suis en train de prévoir d'écrire une scène et je m'interroge toujours comment se fait-il que j'arrive aussi bien à écrire et à décrire cette violence. Mais donc c'est clairement effectivement inhérent en fait à ce pays. Alors, ce terme brisé que Roger a cité, il revient plusieurs fois. Il revient aussi pour un troisième personnage de grande importance dans ce roman, Les Marches de l'Amérique, qui est Flora, où à un moment, l'un s'écrit « Elle était l'enfant brisé d'une enfant brisée ». Flora, elle est très belle, la rencontre avec les deux personnages Tom et Pigsmith va bouleverser leur existence. Elle est une belle femme que des années d'esclavage n'ont pas réussi à détruire. Elle est aussi la marque d'une autre frontière, puisqu'il est question de frontière, qui est la frontière raciale. Est-ce que vous êtes d'accord, Lance? Est-ce que ce personnage incarne aussi cela? Oh, absolutely. Flora was a surprise for me. I had envisioned the novel as much as I could as an examination of Tom and Pigsmeat's friendship, but suddenly I found myself writing the Flora chapter. And I wrote it again and again. When I was in France in 2013 for Wilderness, I was working on the Flora chapter. And Oliver Gallmeister asked me if I was almost done with the book, and I told him, well, of course I am. And I told a lie. In actuality, I wasn't even a third of the way through because I kept writing the Flora chapter again and again. Oui, absolument. Flora représente aussi cet aspect-là. Mais pour moi, ce personnage a été vraiment une surprise. Si j'avais une vision extrêmement précise de Tom et Pigsmeat et de l'amitié qui les liait, c'était beaucoup plus compliqué pour Flora. Donc j'ai écrit le chapitre, notamment qui l'introduit, le chapitre sur Flora. J'étais en train de l'écrire quand j'étais en 2013 en France. Et Oliver Gallmeister, mon éditeur français, me demande si j'ai terminé mon livre et si j'en suis venue à bout. Et je lui dis oui, bien sûr, ça y est, c'est terminé. Mais en fait, j'en étais extrêmement loin. Je bataillais avec ce chapitre et la présentation de cette femme. And one of the reasons I kept writing and rewriting is that I sort of became smitten with Flora. I sort of fell in love with her and I didn't want to let her go. And it was very, very important that I get her absolutely right. And that was hard work. Because what do I know about a character like that, a young slave girl in 1846? So I had to be daring and step outside my comfort zone. And also, she was the fulcrum. She was the thing that propelled Tom and Pigsmeat forward. She was the third part of the trio that completed the set. And her impossible quest is what gave Tom and Pigsmeat the purpose to carry on. J'ai effectivement réécrit en permanence, pendant longtemps ce passage-là, et notamment parce que je ne voulais pas la laisser échapper. J'étais un petit peu en train de tomber amoureux d'elle, et il fallait surtout que je sois bon, que je sois juste envers ce personnage. Être une jeune esclave en 1846,
il fallait vraiment être précis dans la manière de la décrire et de décrire ce qu'elle était, ce qu'elle vivait, ce qu'elle avait vécu. Elle était en plus la troisième partie du trio qu'elle va former avec Tom et Pigsmith. Et il fallait absolument lui donner la place qu'elle méritait d'avoir et surtout effectivement son rôle est fondamental puisque c'est elle qui va donner un but et un objectif à Tom et Pigsmith lors de leur voyage juste avant leur errance. And the idea of race with Flora is absolutely inescapable. It's in the way the other characters react to her. It's in the way she regards herself. And unfortunately, that was something I really had to grapple with. I had to research distasteful history. I had to write distasteful things. And I had to make it absolutely believable for the sake of the narrative and for the sake of Flora and for the sake of Tom and Pigsmeat. It had to be as perfect and beautiful as I could make it. Her circumstance, her personality, her way. Et évidemment, la question de la race est absolument inévitable. Je ne pouvais pas y échapper. C'était aussi, je devais me concentrer aussi sur la manière qu'elle avait, elle, de se regarder, la manière d'être dans cette histoire. J'avais donc du coup beaucoup de recherches à faire, parce que savoir quelle était cette question-là à cette époque-là de l'histoire, il fallait aussi que pour la narration, ça soit crédible, et donc très documenté. Et évidemment que ça soit le plus juste, le plus beau possible, notamment concernant aussi les circonstances dans lesquelles les circonstances de sa vie et effectivement ce qu'elle a vécu, ce qu'elle traversait et ce qu'elle représentait. Donc effectivement, oui ça va. Effectivement un trio dans ce deuxième roman. Maintenant, si dans ce deuxième roman, comme on l'a indiqué, la violence elle est présente, je dirais que elle est spontanée, elle naît par hasard, elle apparaît par hasard. Dans le premier roman qui a été édité en France, Wilderness, la violence est toujours là, mais non plus spontanée, elle est désormais totalement organisée par un ordre qui est en fait le nouvel ordre qui va triompher dans l'histoire des États-Unis. Et ce nouvel ordre, il va donc éclater lors de la guerre de sécession. Et le roman, construit sur différentes parties, porte en grande partie sur cette idée, la guerre de sécession, plus que la guerre d'indépendance à la fin du XVIIIe siècle, est le véritable moment où naissent les États-Unis. Et donc la question c'est comment Lance en est-il venu à imaginer cette histoire et que veut dire ce titre qui pour nous, lecteurs français, est quand même un petit peu obscur. With the American Civil War, we see the industrialization of violence. We see the first hints of some of the horrors that we'll see in the First World War. It's in the Battle of the Wilderness, one of the first things that the troops did is start to dig trenches. This was a first for that particular war, where they would do that as a matter of course instead of being ordered. The soldiers stopped, began to dig, and went on to battle. La guerre de sécession, en fait, est le début de l'industrialisation de la violence,
quelque part, qu'on a après pu constater beaucoup plus clairement pendant la Première Guerre mondiale, en Europe notamment, avec les tranchées, avec une certaine organisation. Wilderness est une bataille, en fait, est aussi le nom d'une bataille qui était parfaitement désorganisée et qui, à un moment donné, petit à petit, prend commence à, où on voit apparaître une certaine organisation. So the title Wilderness, of course, corresponds to that terrible battle in Northern Virginia. The wilderness was the title of a terrible patch of forest, very thick and overgrown. But also for America, when you say the word wilderness, it means a place of nature, a place of wild savagery, but of a natural sort, which is where my character Abel finds himself at the end of his life. Out living in the wilderness alone, trying to forget the horrors of the Battle of the Wilderness in 1864. Alors le titre fait donc référence à cette terrible bataille qui a eu lieu dans le nord en Virginie du Nord, mais c'est aussi en anglais, ça veut aussi dire un endroit où la nature sauvage et où la sauvagerie règne. Et mon personnage dans Wilderness, c'est précisément un endroit comme celui-là, complètement sauvage, qu'il choisit d'occuper après pour se remettre justement de la guerre de sécession qu'il a terriblement marquée en 1864. So in America, the word wilderness doesn't necessarily mean a wide open place, but a closed-in, dark, dangerous place. In fact, most people in America who look at the title of my book don't associate it with the Battle of the Wilderness at all, because it's not a well-known action, even though it was very important. Et en Amérique, ce qu'on appelle wilderness n'est pas forcément un endroit ou un lieu lumineux ou un paysage ou une terre, un territoire magnifique et lumineux. Bien au contraire, ça peut aussi être précisément sombre et un peu dévasté ou triste. Et en fait, le nom de la bataille, cette bataille, donc Wilderness, fait aussi référence à ça, à cette impression-là. Il se trouve qu'aux États-Unis, en tout cas, cette bataille, qui pourtant était terrible, est assez peu connue des Américains. Oui, à vous lire Landsweller et à lire cette violence qu'il y a dans vos romans, mais qui est, je crois que tout le monde l'a compris, qui n'est pas du tout une violence gratuite, une violence gore, comme on dirait aujourd'hui, juste pour un plaisir un peu pervers. On a pensé, Roger et moi, on en parlait après vous avoir lu, on a pensé par exemple au film de Sam Peckinpah, que ce soit Pat Garrett and Billy the Kid, que ce soit The Wild Bunch, que ce soit, je ne sais pas le titre en anglais, peut-être c'est Iron Cross, c'est Croix de fer en français, qui est un film de guerre. Voilà, c'est-à-dire, les livres et des descriptions sont violentes parce que les personnages de toute façon sont portés par cette violence qui les entoure, et parce que de toute manière, la guerre ou les conflits ou les batailles, comme dans les marches de l'Amérique, la guerre dans Wilderness, sont quelque chose d'horrible, de terrible. One of the ways I research what I write about is to look at old photographs. And when you look at pictures of Civil War soldiers years after the war, there's something in their eyes that's haunting. They stare back at you across the years, and you know that they've seen things that no human being should ever have to see. That they've endured things that none of us should ever have to endure. And when approaching the violence of Wilderness, and for that matter marshlands, I would look at these pictures, be they Civil War soldiers or early settlers in America, and I would try to respect what I was seeing on their faces, in their expressions, in the scars that you can sometimes just make out coming out from under their suit coats.
quand je faisais des recherches pour Wilderness et pour les marches de l'Amérique, j'ai beaucoup regardé de photos et d'images et de ces soldats revenus ou même de photos prises pendant la guerre. Et en fait, vous les regardez et vous voyez toutes les marques que porte leur visage et notamment vous voyez dans leur regard qu'ils ont vu ce que personne ne devrait jamais voir, qu'ils ont vécu ce que personne ne devrait jamais vivre. Et je me suis vraiment concentrée aussi sur le fait d'essayer de respecter le plus possible ce que justement je pouvais lire sur ces visages. And I would read soldier letters home to their wives and their sweethearts. I would read diaries of the settlers as they made their way west, and I would read about the hardships they endured. And when the violence of it bubbled up in my own work, I would sometimes be taken aback and think, have I gone too far? Am I going too far with these descriptions? And then I'd look at some more pictures, or I'd read some more diary and letter entries, and I would then worry that I'd not gone far enough. Et j'ai lu beaucoup de lettres que certains soldats envoyaient à leur famille, à leurs proches. J'ai lu des journaux, des récits, et je pouvais y lire la dureté, l'âpreté de ce que ces hommes vivaient. Et quand j'écrivais justement ces scènes de violence ou ces moments justement d'extrême violence, je m'interrogeais je me demandais, est-ce que je vais trop loin? Est-ce que la violence que je décris va trop loin? Est-ce que je vais trop loin? Et finalement, je me replonge à nouveau, je relis des lettres, je lis de nouvelles lettres, de nouveaux journaux, et en fait, je me suis rendu compte que je n'allais même pas encore aussi loin que ça. Because in the end, the broad sweeps of these histories are less important to me than the effect that these histories have on my characters, on the individuals, the ordinary salt of the earth men and women who are just trying to make their way and find out what their purpose is in the world, just like we all are even now. Parce que, en fait, pour finir, à la fin, je me rends compte que l'histoire, ou en tout cas les faits que je rapporte, ont moins d'importance pour moi que ce que ces faits-là ou cette histoire fait à mes personnages. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Où vont-ils vivre? Comment vont-ils se sortir de ça, s'en sortir et vivre avec ça? Voilà, et c'est là qu'il y a une extrême modernité dans la construction du récit, parce que comme le disait Lance, cette guerre est vraiment décrite à hauteur d'homme. Ce n'est plus un point de vue jupitérien où l'on va voir les armées en groupe avançant pour prendre des positions. C'est la souffrance de ces hommes au quotidien qui va être décrite. Et alors ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que dans son mode opératoire, il rejoint d'une façon absolument intuitive les derniers points de la recherche historique. Aujourd'hui, en fait, tous les travaux d'histoire qui justement mettent en valeur la recherche de la mémoire partent toutes des individus. Comment les individus ont-ils vécu, ou bien à quelques-uns, ou bien collectivement, les conflits? Et c'est là que la littérature nous apporte autant, sinon même plus, parce qu'elle nous permet davantage de rêver, que certaines études historiques et sociologiques, malgré leur grande valeur. Et c'est là aussi, à mon avis, et on le partage avec Hervé, la force d'un écrivain, et vraiment nous vous encourageons à acheter ces livres, à les lire, à les parcourir, à les relire. Moi j'ai lu Wilderness 3 fois, parce que voilà, je dois dire que ça a été un vrai choc. Celui-ci il est paru récemment, donc je l'ai lu encore qu'une fois, mais je crois que je le relirai. Alors, on va peut-être donner la parole au public s'il y a des questions. Oui. Oui. Non, le micro, on a du matériel, Marie-Claude, il n'y a pas de raison de passer à côté de la technologie de pointe que nous avons. Absolument, on met tous les moyens à... Le débat, je n'ai pas encore lu le bouquin, on vient de me l'offrir, mais ça m'a évoqué exactement l'évolution qu'il y a eu dans l'historiographie française récente
autour de la notion de brutalisation. Parce que finalement, brutalisation, c'est à peu près... c'est pas tout à fait encore wilderness, parce que moi, quand je travaillais avec mes élèves, je disais sauvageté pour wilderness, parce qu'il y avait les deux aspects, la nature sauvage et le... Bon. Et je trouve que vraiment tous les derniers travaux sur la guerre de 14 qu'on a eu beaucoup il y a quelques années justement, on a vu par exemple aux rencontres de Blois, il y a eu une session qui a été consacrée à ça, et je trouve qu'à travers les propos de Lance, bon alors ça me donne évidemment très envie de le lire, mais ça me conforte dans ce que nous disions depuis quelque temps en enseignant aux élèves de terminale ou de première, selon les programmes. Je suis d'accord avec toi. D'accord. En tout cas, ça donne très envie. Alors c'est vrai que le concept de brutalisation de l'écrivain britannique George Moss est tout à fait présent dans le livre, absolument. Oui, ça j'ai compris en vous écoutant. Moi, ce n'est pas une question, mais c'est une remarque qui n'a pas été... Vous avez tellement de choses à dire que ça n'a pas été dit jusqu'à présent. C'est comment la langue de Lance Wheeler est absolument somptueuse. Et comment il peut décrire les personnages sans faire de l'introspection, pourtant nous donner à sentir, à vivre avec les personnages au plus près de ce qui leur est intime. Et comment aussi il peut décrire la nature avec une attention aux détails, enfin comme s'il y avait un focus. Je ne fais pas de cinéma, je ne fais pas de photos, mais quand je le lis, j'ai l'impression parfois de me rapprocher au plus près. Par exemple, quand il a son personnage Abel Truman en début de Wilderness, qui est dans un endroit absolument sauvage et magnifique. Enfin, à la fois, il peut le décrire géographiquement comme s'il le survolait, et par moments, on se rapproche au plus près des algues, au plus près du sable. Enfin, bon, je pourrais en parler longuement, je vais m'arrêter là. J'ajouterais juste une chose, puisque tu as cité Wilderness, mais dans Les Marches de l'Amérique, par exemple, je relisais ce passage ce matin, il y a plusieurs pages, l'un des deux amis a été blessé, il a une flèche dans la cuisse ou dans la jambe, près des parties génitales, disons, et il y a, pendant plusieurs pages, il va falloir lui enlever cela, et la douleur, la brutalité et tout, révèle, ne serait-ce que cela, il y a très peu d'échanges entre eux, mais révèle une humanité, révèle la souffrance, c'est d'une force d'évocation, c'est remarquable, tout à fait en écho avec ce que tu as dit, Marie. Thank you. I'm glad to hear that. The feel of the words in my mouth as I write them is very important to me. The feel of the words in my chest when I write them is very important to me. I read out loud to my dog often much of what I write as I go along. It's just to see how I feel about them. The dog, unfortunately, is a harsh critic and seldom cares. Merci beaucoup, je suis très contente que vous ressentiez ça, parce que pour moi, le sentiment des mots dans ma bouche ou que je ressens dans ma poitrine, c'est fondamental. Donc, quand j'ai fini d'écrire, je lis à voix haute à mes chiens, et j'ai vraiment besoin aussi, moi, je me pose la question de ce que je ressens quand je lis. Alors bon, évidemment, c'est pas forcément les auditeurs les plus qui me rendent ce que moi je ressens, mais bon, en tout cas, voilà, merci. And as often as violence bubbles up in my work, I very much want to make everything around that violence as beautiful as I possibly can. Et aussi, souvent, ça éclate un petit peu, mais la plupart du temps, quand j'écris sur la violence, c'est vraiment, effectivement, là que c'est le plus beau. Thank you very much.